Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité, les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler des blocages et schémas limitants, en partant de l'épisode numéro 1 sur l'expérience de l'invisible, où je parlais avec mon arrière-grand-père, et où ma mère, en fait, elle avait, par peur, dit beaucoup de choses contraignantes sur le fait de ne plus rentrer en contact avec, etc. D'abord, je voulais faire la différence entre ce qui est pour moi, dans mon expérience, mon opinion, un blocage et ce que c'est un schéma limitant. Pour moi, un blocage est ce qui arrive lors d'un traumatisme et qui fait que, sans même se poser des questions, on n'arrive plus à avoir accès, même envie, de répéter une situation qui serait similaire. Euh, Soit parce que nous avons vécu ces traumatismes, soit parce qu'on a entendu le témoignage ou une autre personne lors de la situation, comme c'était le cas par exemple pour ma mère, a exprimé au niveau émotionnel, une grande détresse et puis une grande difficulté à vivre cette situation, ce qui a fait que, clairement, pour moi, a créé un blocage. Donc, si je reprends l'exemple de la situation du podcast 1, où je parle avec mon arrière-grand-père sur la terrasse, puis que quand ma mère se rend compte, en fait, de cette situation, en fait, elle dit que c'est juste pas possible, qu'il faut que j'arrête ça, que c'est pas ok. Elle le fait par peur, parce qu'elle pense que je veux pas être en sécurité, parce qu'il y a quelque chose de mauvais là derrière, que c'est le mal incarné de faire ces genres d'expériences. Et donc, c'est son récit à elle qui me met en garde, et puis de manière inconsciente, il y a quelque chose qui bloque. Alors concrètement, là, dans cette situation, chez moi, ça a été un blocage au niveau de la clairvision. C'était la clairvision qui me permettait de voir cette personne, et puis de parler avec de manière naturelle, comme je parlerais à quelqu'un que je fréquente au quotidien. Et ces blocages a été donc le fait de fermer cette capacité ou cette compétence qui était déjà développée en moi quand j'avais 4 ans et de ne pas pouvoir exercer cette compétence par la suite. Même au point de ne plus pendant longtemps, pendant toute ma jeunesse jusqu'à l'âge adulte, avoir l'intérêt à chercher de revivre une expérience pareille. C'est-à-dire que la question ne se posait même pas. C'est comme s'il y avait eu un blanc autour de ça, comme ces situations n'avaient pas forcément existé. D'ailleurs, j'en ai repris conscience vraiment bien plus tard, quand j'ai recommencé à prendre conscience de tout ce qui était spirituel, ésotérique, énergétique, et que je me suis interrogé sur cet événement qui, d'un coup, est revenu à ma mémoire. Euh, et ensuite, pour moi, il y a une différence avec les schémas limitants que je classe en deux, conscient et inconscient. Les schémas conscients sont ces discours en fait intérieurs récurrents qu'on s'est fait, qui sont souvent d'ailleurs négatifs et qui nous empêchent d'avancer. Donc par exemple, quand j'en ai pris conscience qu'il y avait un blocage à ces niveaux-là, que j'avais fait une expérience de l'invisible où j'avais été tout à fait capable d'entrer en communication avec une personne décédée, et que j'avais la volonté à ces moments-là de pouvoir refaire ces expériences-là. Donc le blocage était plus présent parce que j'avais plus avoir accès à ces domaines-là. D'un coup, j'avais un discours récurrent qui était du genre, mais non, tu vas pas y arriver, t'es trop terre à terre, c'est n'importe quoi, c'est de l'invention, ce que tu as vécu, c'était de l'imaginaire, c'était pas vrai. En plus, ça fait résonance avec les peurs de tes parents et ils ont fait toute une histoire. Finalement, c'était rien. Donc, il y a tout un discours qui s'est créé en moi qui m'empêchait totalement de développer
ce n'est qu'un peu de ma clairvoyance. Et ensuite, il y a l'inconscient, donc les schémas limitants inconscients, qui sont des discours qui ont été entendus ou créés de manière inconsciente suite au traumatisme. Donc dans cette situation aussi, il y a tous ces mêmes discours qui ont été créés de manière inconsciente, de se dire, en fait, si tu rentres de nouveau dans ce genre de situation, tu es en danger. C'est mauvais de faire ça, c'est pas ok de faire ça, donc ne vas-y pas. Donc il y avait tout un discours qui s'est créé en moi de manière inconsciente, dont vraiment j'en avais pas conscience, et ce qui est venu en fait se mettre en lumière bien plus tard, grâce à l'aide des différents thérapeutes énergétiques que j'ai pu fréquenter et des livres que j'ai pu lire concernant les schémas limitants et qui m'ont permis de prendre conscience qu'effectivement il y avait quelque chose d'autre, que j'avais pas le contrôle de ça parce que c'était pas présent dans mon esprit, mais il fallait que j'aille creuser là-dedans pour pouvoir euh, avoir accès à ce que je voulais faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? C'est que j'ai dû faire un effort conscient. Donc, pour pouvoir dépasser d'abord le schéma limitant conscient, j'ai dû faire un effort concret, quotidien, pour changer mon discours intérieur. C'est-à-dire remplacer toutes ces pensées négatives qui m'empêchaient de croire que j'étais capable de le faire. Donc ça, c'était la première chose que j'ai dû faire, c'est de mettre en place un discours positif, encourageant, qui me permettait de exercer, de pratiquer. Ensuite, il y a eu l'idée de remettre, donc en pensant qu'il y avait quelque chose d'inconscient, donc évidemment ça demeure inconscient, donc impossible de mettre les doigts dessus, mais en analysant toutes les situations que j'avais vécues, euh, les discours de mes parents, etc., je me suis dit, ok, il doit y avoir quelque chose en lien avec les dangers, avec le bien et le mal biblique, etc. Donc, de travailler en fait sur ces domaines-là. Donc, j'ai fait un travail conscient sur est-ce que j'ai peur. Effectivement, au bout d'un moment, j'ai pu ressentir que j'avais quand même une peur latente que les dires de mes parents s'avèrent vrais, que le côté apocalyptique et puis démoniaque de la Bible soit vrai et que en faisant ce genre d'expérience, je puisse complètement tomber dans quelque chose de dangereux et même être moi en insécurité et puis ne plus avoir le contrôle. Un autre schéma que j'ai découvert aussi en moi en faisant cette introspection, c'était que j'avais besoin de contrôler et que d'aller dans l'invisible, c'était une perte totale du contrôle parce que c'était impossible déjà d'éprouver quoi que ce soit. Donc j'allais avoir aussi l'air bête en parlant de ces expériences aux autres et surtout, j'allais pas pouvoir forcément savoir jusqu'à où allait la limite, jusqu'à où j'allais pouvoir contrôler pour être en sécurité. Donc, à ces moments-là, vu que j'ai déterminé et puis j'ai pu mettre les doigts sur ces schémas limitants inconscients, j'ai pu en fait mettre des stratégies en place. Et ces stratégies en place, là, ont été le fait de trouver des moyens pour dépasser ces schémas limitants inconscients. Donc, il y avait ces schémas de peur. Donc, pour pallier la peur, il a fallu d'un côté que je me forme, que je m'instruise, que j'aille lire, comprendre en fait jusqu'à où va le danger, ce qu'il y a un véritable danger. Donc, d'aller voir les témoignages des personnes qui ont fait des voyages astraux, des sorties du corps, des méditations, des rêves éveillés. Enfin voilà, tout le paradigme de l'invisible, comment ça se manifeste, comment est-ce qu'on peut avoir accès, quels sont les dangers, quels sont aussi les bienfaits ou les bénéfices qu'on peut en tirer, qu'est-ce que ça peut avoir de positif dans notre vie et comment, par exemple, on pourrait se protéger. Donc, quelles sont les méthodes ou les outils qu'on pourrait mobiliser pour se sentir en sécurité et protégé. Une des méthodes aussi, ça a été de en parler, donc parler avec des personnes qui ont déjà fait des expériences ou qui ont l'intérêt pour ces genres de domaines, et aussi de demander d'être accompagné lors des exercices, des pratiques des clairvoyances, des clairs ressentis, etc. Je vous en parlerai dans autre podcast, tous les capacités et compétences médiumniques en détail et comment certaines se sont développées plus que d'autres, certaines étaient déjà comme innées, donc qu'est-ce aussi la croyance qu'on a derrière cette idée de l'inné des compétences médiumniques et comment on peut aussi les développer, est-ce que c'est
possible de développer pour tout le monde. Je vous avance déjà que ma croyance est que oui, tout le monde peut avoir accès aux différentes compétences médiumniques, que certaines vont se développer plus que d'autres, et puis qu'il y a toute une histoire là derrière que je vous raconterai au temps voulu. Donc, par rapport à ces schémas, j'ai mis en place toute une sorte de stratégie qui m'ont permis en fait de dépasser et le blocage, les schémas limitants conscients grâce à un changement du discours intérieur et les schémas limitants inconscients. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait un besoin concret d'être réaliste, c'est-à-dire de pouvoir capter ce qui est aujourd'hui un blocage, ce qui est aujourd'hui une difficulté pour moi. On va dire que je n'ai pas eu uniquement des blocages et puis des schémas limitants que dans le domaine spirituel ésotérique. Il s'avère que ça s'est manifesté aussi dans les domaines, un domaine tout à fait basique, comme est un peu l'artistique. Donc j'avais une grande passion, une attirance par le chant. Et à l'adolescence, autour des 15-16 ans, euh, j'ai une volonté de faire partie d'une chorale. Donc je viens des îles Canaries, donc j'habitais là-bas et j'avais envie de participer à cette chorale de musique un peu classique. Euh, j'ai beaucoup aimé entendre des concerts, etc. Et puis je me suis dit, ah, j'ai envie de en fait faire partie. Donc je vais vers mes parents et puis je leur exprime mon envie. J'ai déjà déterminé les lieux, il y a 3 répétitions par semaine, les horaires, etc. Donc étant mineur, bah, j'avais quand même un besoin d'être quand même validé par mes parents. Euh, et là, malheureusement, je me retrouve face à un discours négatif qui est de dire, mais en fait, pourquoi faire? Tu vas perdre ton temps, tu sais pas chanter. Donc, avec tout le vécu que je vous expliquerai dans un autre podcast sur ma jeunesse et puis les difficultés d'être toujours face à des critiques et puis à des schémas limitants aussi au quotidien, j'avais déjà un caractère assez formé qui m'a permis de dire non mais en fait je vais les faire de toute façon. Donc il y a un examen d'entrée, un test d'entrée pour savoir si c'est possible pour chanter dans la chorale, etc. Donc je vais y aller avec ou sans votre accord. Et bah, le pire, c'est pas seulement qu'ils bah, voilà, ils avaient émis ces jugements sur moi, c'est que d'encore, ils ont involontairement, hein, je dis pas que mes parents sont méchants, qu'ils ont voulu faire du mal, au contraire, pour moi, c'était à chaque fois, tous les chemins négatifs qu'ils m'ont imposés, c'était des manières involontaires chez eux, et parce que leur volonté, c'était de me protéger et puis de faire en sorte bah, que je ne sois pas exposé à un quelconque danger. Donc ici, par exemple, dans le contexte de l'époque, c'était la critique et le regard négatif des autres, et puis d'un coup que je sois stigmatisé et puis pointé du doigt par la société. Et du coup, ils m'ont dit, bah, en fait, vas-y, prends ta sœur, qui elle fasse aussi les tests d'entrée parce que elle, au moins, elle chante bien. Alors évidemment, bah, ça remue en moi une nouvelle, enfin une blessure déjà ancienne qui était la blessure d'humiliation et du rejet. Donc voilà, c'est une situation qui est traumatisante. Donc moi je prends ma sœur, etc. Ce qui s'avère que en faisant les tests, bah, ma sœur elle a été refusée, un souci d'écoute du musical, et moi j'ai été pris. Alors, malheureusement, j'étais pris, mais j'étais pas si certain que ça, parce que tout le discours que je venais d'entendre de mes parents, bah, ça faisait que j'avais peur quand même d'échouer. Une fois dedans, de pas bien faire, de pas m'y plaire, ou que ça marche pas, et puis du coup, confirmer ce qu'ils disaient. Ce qui a fait que, 3 ans plus tard, une fois que je me suis habitué, que j'ai dépassé les limites parce que il y avait un contexte favorisant, il y avait un contexte des jeunes qui étaient autour de moi, qui étaient encourageants, qui validaient ce que je faisais, puis que, en fait, j'avais beaucoup de plaisir à être dans ces contextes-là. Donc je me suis motivé pour entrer au conservatoire. Donc à ce moment-là, j'ai 18 ans et je vais chez mes parents et je dis à mes parents, voilà, il y a des examens d'entrée, il faut que je paye ces examens d'entrée, il faut que je fasse plusieurs épreuves qui sont assez compliquées, donc je vais demander aussi de l'aide à des personnes que je connais, notamment j'ai besoin d'un pianiste pour m'accompagner, etc. Et il y a des places limitées, donc je vais tenter ma chance. Alors évidemment, ils ont de nouveau eu le même discours. Je pense que là, en plus, il y avait la question de l'économie, donc de l'argent. Donc, ils n'avaient pas forcément des moyens pour me payer ça. Donc, rapidement, je les ai rassurés en disant, non, mais j'ai des bourses d'études de l'Uni qui m'ont donné de l'argent en plus. Donc, je vais profiter de cet argent pour payer mes études en conservatoire.
parce que j'y tiens. Et eux, c'est, mais tu vas perdre ton temps, tu vas payer, perdre de l'argent, payer pour faire quelque chose que tu vas finir par échouer parce que t'es pas bon. Donc j'ai dit, ok, mais en fait, je suis venu juste vous informer parce que c'est pas, je vous demande pas la permission, en fait, je vais les faire quand même. Évidemment, ça a généré une source de stress supplémentaire, parce que si déjà les tests d'entrée, le nombre de places, etc., les difficultés, des choses que j'avais pas forcément travaillé auparavant, comme la lecture à vue, des choses comme ça, en musique qui étaient assez pointues pour entrer au conservatoire, bah ça c'était déjà un grand stress, mais en fait les discours non encourageants, voire jugeants de mes parents, c'était une couche supplémentaire, donc des schémas là, limitants conscients qui étaient constamment dans ma tête. Mais attention, tu vas échouer, tu vas perdre de l'argent, ça va être un échec, tu vas confirmer ce qu'ils disent. Finalement, tu vas devoir laisser de côté la musique. Malgré ça, et puis heureusement, j'avais eu du soutien et des personnes de ressources qui sont venues à mon secours pendant la préparation, m'ont accompagné, et puis j'ai pu avoir la place d'entrée au conservatoire. Mais malgré le fait d'avoir cette place au conservatoire, d'être faire partie de cette école, d'être dans les cours au quotidien, ben j'avais quand même ces schémas limitants conscients qui étaient un discours insupportable de dire mais en fait finalement on t'a pris parce qu'en fait il y avait peu de garçons et puis pour une question d'équité, ben on t'a pris parce que t'as une voix basse puis c'est pas courant mais finalement tu sais pas faire, tu vas voir tes examens etc. Donc j'ai dû mettre beaucoup de choses en place pour changer ces discours intérieurs, trouver des ressources extérieures qui me permettaient de dépasser mes limites, parce qu'effectivement, il y avait des limites, et c'est là où je reviens au côté réaliste. Il y avait quand même des limites, si j'étais pas quelqu'un qui a une voix qui est éduquée de base, qui a une oreille parfaitement musicale, qui comprend très vite la musique puisqu'on lui demande, qui avait quand même des tensions physiques qui étaient difficiles à enlever parce que ça correspond à ses peurs et à ses schémas limitants et ses jugements qu'il y avait. Donc, il y avait beaucoup de choses au niveau réel qu'il fallait dépasser. Donc, c'est là où je vous suis en venir, c'est que une manière de travailler là-dessus, c'était de regarder en face qui allait pas, qui était vrai et qui pouvait peut-être être à l'origine des jugements et des réflexions des autres, de dire, mais en fait, tu chantes pas bien ou tu n'es pas doué pour ça. Alors effectivement, si on me met une chanson comme ça, je suis peut-être pas super doué à pouvoir trouver la tonalité tout de suite et à pouvoir atteindre toutes les notes parce que j'ai une voix particulière, je sais pas le registre d'un ténor, etc. Donc c'était pas non plus quelque chose qui dans ma tête, je me suis dit, ah oui, je suis le meilleur chanteur du monde, je vais le faire parce que je suis incroyable. Non, mais c'est une volonté d'apprendre. Et les jugements qui étaient peut-être basés sur certains faits réels pouvaient m'empêcher d'atteindre. Donc le fait d'être réaliste, de voir en face qu'il y avait effectivement des complications, des choses concrètes que je devais dépasser pour pouvoir atteindre mon objectif, était vraiment un point essentiel. Parce que si j'avais été dans l'illusion que tout était possible, que j'avais déjà tout et que j'avais besoin de rien d'autre, bah en fait j'aurais échoué plus que plus. Et si j'avais été dans quelque chose de défaitiste, de dire, en fait, ils ont raison, à la première difficulté que j'arrive pas à chanter une chanson, bah, je sors de l'école, j'ai dit, je reviens plus. Mais non, en fait, l'idée, c'est de dire, ok, effectivement, il y a une difficulté là, mais il y a aussi une compétence là, il y a aussi une capacité là, et il y a des ressources ici. Ce qui me permet, en fait, en fin de compte, de créer ce qu'on appelle un objectif. Et de dire, ok, bah, qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cette limite et dépasser cette limite, et puis finalement, avoir le résultat que je veux. Alors ça a été un long travail, ça a été un très très long travail qui dure encore aujourd'hui parce que bah ensuite après deux années de conservatoire, j'ai déménagé donc j'ai quitté les Canaries pour venir en Suisse et après quelques années de vivre en Suisse, j'ai découvert à Bulle une école dans laquelle je travaille comme prof de danse et dans laquelle je prends des cours de chant euh, et je participe à des comédies musicales qui m'ont énormément aidé parce que je suis tombé dans un contexte, autant le groupe était non jugeant, autant l'enseignante est quelqu'un qui accueille, qui peut être à l'écoute, qui peut valoriser et qui peut entendre en fait les difficultés sans forcément mettre un poids dessus supplémentaire pour dire en fait c'est nul, faut t'arrêter quoi. Donc, au contraire, en étant réaliste, oui, effectivement, il y a cette difficulté-là, oui, il y a des tensions là, il y a ci, il y a ça. Donc, vraiment de manière très objective, c'est dont j'avais besoin pour pouvoir dire, OK, mais c'est pas tout perdu, c'est possible. Et donc, j'ai dépassé évidemment beaucoup de difficultés dans ce domaine-là et j'ai réussi à atteindre certains objectifs et aussi à changer mon regard. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose que je voulais partager aussi, c'est change ton regard par rapport
à la réussite. Ce n'est pas l'atteinte de l'objectif final qui est la seule et unique réussite possible. C'est chaque étape positive qu'on arrive, chaque palier en fait qu'on arrive à dépasser, chaque pas qu'on arrive à faire vers notre objectif est déjà une réussite. Le fait même de pouvoir travailler, même si on n'a pas encore le résultat, c'est déjà une réussite parce qu'on n'a pas lâché, parce on y tient. Le fait de reconnaître ses limites, le fait de reconnaître nos ressources, c'est des réussites. Et le fait de pouvoir changer mon regard par rapport à ça m'a permis de beaucoup avancer. Déjà de pouvoir accepter que je ne suis pas parfait, que je ne cherche pas à être parfait ou excellent en chant, mais je cherche à avoir du plaisir et à réussir les objectifs que je me propose. Et dans tout ça, il y a eu quelque chose, un élément très particulier et très important que j'ai découvert aussi, c'est l'entourage. Donc les blocages et les schémas sont souvent nourris, encouragés par l'entourage. Si on est coincé dans une situation, peu importe le domaine, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des études, au niveau du professionnel, au niveau spirituel, religieux, ésotérique, énergétique, et on sent qu'on n'arrive pas à avancer, même dans le domaine de la perte de poids ou d'esculpter son corps pour atteindre en fait un objectif de corps idéal qu'on se met en tête, et puis qu'en fait on a un entourage, un environnement, des gens qui sont autour de nous, qui ne sont pas en accord avec notre envie, avec nos capacités, nos moyens, et qui finalement, en fait, vont être plus un poids, ils vont être un frein pour nous empêcher d'avancer, ben, c'est déjà une grande contrainte. Et ça fait partie de ces blocages et de ces schémas. Parce que c'est ce qui soutient, ce qui maintient en vie, ces blocages et ces schémas. Pour moi, le fait d'avoir déménagé, d'avoir quitté complètement un contexte de vie et revenir dans un autre contexte, a déjà enlevé un énorme poids qui m'a permis de repenser, revoir les expériences. Alors certainement, il y a eu des schémas limitants et des blocages et voire des situations qui se sont répétées parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent énormément, parce qu'il y a beaucoup de schémas et beaucoup de blocages quand finalement c'est moi qui les ai autorisés à rester en moi. J'aurais pu le refuser du moment où ils sont arrivés, j'aurais pu vivre la situation traumatique de manière différente. Mais finalement, j'ai accepté quand même d'accueillir ça. Pour plusieurs raisons. Peut-être que ça faisait résonance quand même chez moi, cette peur du jugement, cette peur d'être mis en danger. Mais en changeant des contextes, j'ai vu aussi qu'il y a des situations dans lesquelles, en fait, j'étais bien plus que doué et que je pouvais finalement atteindre des objectifs que je me proposais. Donc, je me suis dit aussi que si je changeais d'entourage et que j'allais dans un entourage qui était favorable à mon objectif, j'arriverais mieux à dépasser mes schémas et mes blocages. Alors, c'était clair, l'exemple du chant, ça a été ça, changer des contextes. D'ailleurs, même aux Canaries, quand je suis allé dans la chorale, et puis que dans la chorale, j'ai été accueilli sans jugement, ça m'a permis déjà d'enlever quelques schémas limitants, conscients, que je me répétais consciemment, constamment, tous les jours, dans ma tête. Et le fait encore de venir ici en Suisse, puis de participer à des comédies musicales, des lives, dans un groupe bienveillant, où on partage, puis on crée des liens, et puis on est valorisé. Sans forcément dire qu'on devient une star, mais juste être valorisé par ce qu'on fait, être accepté par qui on est et comment on est, bah, ça permet de mieux maîtriser ses propres compétences, mieux sortir de ces schémas limitants, conscients, inconscients, et d'effacer les blocages qui sont présents. Donc voilà, pour revenir en fait à cette histoire de blocage, en résumé, pour moi, il y a donc dans certaines situations traumatiques, il y a des blocages et des schémas limitants, conscients et inconscients. Pour pouvoir s'en sortir, pour moi, j'ai eu besoin de reconnaître ces blocages qui sont en lien avec la situation et identifier le blocage et le lien qu'il y a avec la situation d'origine, qui a été traumatisante, prendre conscience de ça, pouvoir prendre conscience des schémas limitants du quotidien qui sont conscients, de pouvoir dire, ok, bah là, quand j'ai dit ça, c'est un schéma conscient qui est négatif et qui m'empêche d'atteindre mon objectif. Donc, essayer de mettre en place un discours qui soit opposé, qui m'encourage à aller au-delà de ma difficulté et atteindre mon objectif, et évaluer constamment quels sont les contextes et quelles sont les possibilités des schémas qui seraient gravés dans mon inconscient pour essayer de les dépasser en mettant des stratégies pratiques, notamment des objectifs qui me permettraient d'atteindre ce que je veux. Ensuite, observer l'entourage dans lequel je vis. Est-ce qu'il est favorable ou non
à l'objectif que je me propose. Est-ce que pour cet objectif-là, je dois fréquenter certaines personnes? Euh, et finalement, en fait, être en mesure de poser ces objectifs de manière réaliste, en sachant identifier mes difficultés, mais en ne m'arrêtant pas sur les difficultés, mais en gardant un côté positif. C'est-à-dire ne pas rentrer dans les défaitismes, de se dire non mais c'est impossible, ni dans le côté complètement idyllique de dire ah non mais c'est tout à fait possible et tout va ça va bien se passer sans forcément bosser. C'est rester quand même au milieu, dans un équilibre entre la réalité, les efforts et ce que l'on veut atteindre. Voilà pour ces podcasts aujourd'hui sur les blocages et les schémas limitants. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aussi dans votre quotidien euh, des difficultés comme ça, si tu as envie de les partager euh, dans commentaires, même en privé, si tu as envie d'en parler, que tu as envie d'avoir des conseils particuliers sur ta situation, ou même un suivi ou un coaching par rapport à ça, et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, que ce soit par mail à info-oui-au-bien-être@gmail.com ou sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook, sur Oui au bien-être. Voilà, ou laissez les commentaires sur la chaîne YouTube et merci de partager, de liker et de commenter, même pour dire si ça vous a plu ou pas. Essayez de rester bienveillant et s'il y a des choses à améliorer, je suis à l'écoute pour m'améliorer, pour vous donner du mieux que je peux pour chaque épisode. Merci et à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.